Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, qui aiment la vérité historique. Alors je poursuis la série de vidéos sur les réactions de différents pays face à l'hégémonie des États-Unis. Alors je voudrais parler ici de Cuba. Alors je ne veux pas m'étendre pour faire l'histoire de Cuba. Bon, je pense que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, comment est-ce que Cuba a réagi face à l'hégémonie des États-Unis. Alors il faut dire que Cuba a été colonisé par l'Espagne. Et donc ça a été pratiquement vers la fin du 15e siècle. Voilà, que Cuba a été colonisé par l'Espagne. Cuba est une très grande île d'ailleurs. Alors, en 1898, les Espagnols ont dû quitter Cuba. Il y a eu une lutte d'indépendance contre le colonialisme et la domination espagnole. D'ailleurs, les États-Unis ont aidé, je peux dire, les nationalistes cubains à bouter les colonisateurs espagnols hors de l'île de Cuba. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le soutien militaire des États-Unis a été très important. Donc, finalement, les États-Unis se sont installés à Cuba comme de nouveaux dominateurs, comme s'ils prenaient la place pratiquement de l'Espagne. Et entre 1898 et le 20 mai 1902, c'est ce qui s'est passé. Et c'est le 20 mai 1902 que alors les États-Unis se sont retirés, ont retiré les armées de Cuba. Voilà, ont retiré les armées de Cuba. Et mais leurs entreprises installées à Cuba jouaient un rôle important. Il y avait d'importantes entreprises espagnoles, États-Unis, des États-Unis à Cuba. Alors, celui qui va s'emparer du pouvoir et qui va exercer une domination presque tyrannique, c'est Batista. Le tyran Batista, qu'on appelle aussi le dictateur Batista. Et il n'hésitait pas à assassiner ceux qui s'opposaient à son régime. Alors, c'était le cas d'un de ses opposants qu'on appelle Frank País. Alors, quand Batista l'a fait assassiner, ça a provoqué une révolte dans le pays. Ça a provoqué une révolte dans le pays. Alors, c'est ainsi que Fidel Castro et puis certains de ses compagnons vont monter une armée contre le régime de Batista. Mais il faut savoir que ce régime de Batista, qui était un régime tyrannique, dictatorial, était curieusement soutenu par les États-Unis. Parce qu'il faisait bien l'affaire des multinationales des États-Unis qui étaient installées à Cuba. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais Batista va être vaincu. Castro et puis ses compagnons vont finir par prendre le pouvoir. Ils vont prendre le pouvoir. Bon, c'est, disons, autour des années 59 par là, qu'ils vont parvenir à prendre le pouvoir des mains du tyran Batista. Et ça, cela ne va pas plaire aux États-Unis. Parce que ceux-là, Castro, Fidel Castro et ses compagnons, ne cachaient pas le fait d'être des révolutionnaires. Ils se voulaient des révolutionnaires. Mais ils n'ont pas dit qu'ils sont communistes. Être révolutionnaire ne veut pas dire forcément être communiste. Et c'est ceux qui ont fait la Révolution française contre la monarchie, ils étaient communistes. Ils ne l'étaient pas. Mais ils ont été tout de suite étiquetés par les services secrets des États-Unis et par le gouvernement des États-Unis comme étant des communistes. Or, Fidel Castro n'était pas communiste, non. Che Guevara, un de ses compagnons aussi importants, n'était pas communiste. Voilà, donc c'est ça le problème. Et donc, tout de suite, les États-Unis vont, le 25 janvier 1962, actionner l'Organisation des États américains qu'on appelle l'OEA, à adhérer
à sa politique d'embargo et de sanctions économiques contre Cuba. Et des sanctions économiques contre Cuba. C'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une attaque. Hein? Une attaque des exilés cubains. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas approuvé le régime révolutionnaire de Fidel Castro, hein, qui vont s'exiler aux États-Unis surtout, ils vont s'installer en Floride. Ils vont s'installer en Floride. Et donc, ils vont tenter une prise du pouvoir par la force contre Cuba. C'était en avril 1961. En avril 1961. Alors, cette opération qu'on a appelée l'opération de la baie des cochons, malheureusement, va échouer. Ça va échouer. Ça ne va pas marcher. Et donc, que font les États-Unis? Eh bien, les États-Unis vont durcir, n'est-ce pas, l'embargo contre Cuba. Alors, cet embargo-là, ça concerne quel domaine? Ça concerne plusieurs domaines, notamment le domaine aérien, le domaine diplomatique, puis le domaine commercial. Donc, les États-Unis font un embargo commercial, diplomatique et aérien contre Cuba. Les deux pays qui n'ont pas adhéré à ces sanctions-là, c'est le Mexique et puis le Canada. Le Mexique et le Canada. Sinon, tous les pays de l'Organisation des États américains vont adhérer. Mais on constate qu'avec le temps, ces pays vont de moins en moins être enclins à respecter cet embargo-là. Voilà. Ils vont être de moins en moins enclins à respecter cet embargo. Si bien que quand vous allez à Cuba, mais notamment à La Havane, la capitale, mais vous êtes étonné de voir des véhicules, de très vieux véhicules des années 60. Mais les Cubains ont développé une ingéniosité qui leur permet de faire fonctionner, de faire rouler toujours ces véhicules-là. Vous allez voir, les bâtiments sont devenus très vieux. Mais au plan social, le régime de Fidel Castro a réussi une chose merveilleuse. À Cuba, il n'existe personne qui ne sache ni lire ni écrire. Mais combien de pays dans le monde peuvent se vanter du fait que tous les citoyens savent lire et écrire? Cuba est parvenu à le faire. Deuxième chose, au niveau de la santé, la population est très bien soignée. Même Cuba, à un moment donné, a exporté des médecins vers d'autres pays. Oui, ils ont exporté du personnel médical vers d'autres pays. Ils ont bien formé le corps médical et les Cubains sont très bien soignés. Donc, il y a eu des avancées au plan social. Il y a eu des avancées au plan social. Les gens peuvent dire que non, c'est un régime dictatorial, on ne peut pas s'exprimer, etc. Bon. Mais, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, ce travail-là a été parfaitement mené par le gouvernement de Fidel Castro. Alors, après l'échec de l'attaque de la baie de cochon, qu'est-ce qui va se passer? Fidel Castro, en 62, oui c'est cela, 62, va permettre à ce que l'URSS puisse installer une base aérienne, notamment de missiles, à Cuba. Une base militaire à Cuba. Et donc ça, les États-Unis ne vont pas approuver cela. Notamment le président John Fitzgerald Kennedy. Il a dit qu'il faut que l'URSS retire immédiatement ses bases, sinon ce sera une raison de guerre.
Mais une raison de guerre de quelle nature? Une guerre nucléaire, une guerre atomique. Alors Nikita Khrouchtchev, qui était le secrétaire général du Parti communiste, donc qui dirigeait l'URSS, il a dit, ok, mais il faut qu'on s'entende. On va retirer notre base, on va retirer nos missiles. Mais vous vous engagez à ne plus attaquer Cuba comme vous l'avez fait. Parce que c'est ce qui a amené Fidel Castro à accepter justement cette protection de missiles de l'URSS à Cuba. Vous voyez? Donc c'est cela. Et c'est ainsi que les États-Unis n'ont plus fait mener d'opérations militaires contre Cuba. Parce que ces exilés cubains qui ont échoué dans l'attaque de la baie de Cochon, ils étaient pour la plupart en Floride, ils étaient aux États-Unis. Et les Américains, avec la CIA, étaient derrière cette opération. Vous voyez? Et donc, quand les États-Unis se sont engagés à ne plus attaquer Cuba, bon, les Russes, enfin les Soviétiques ont retiré leurs missiles. Mais la CIA, combien de tentatives d'assassinat ils n'ont pas tenté contre Fidel Castro? Les gens estiment qu'il y a eu plus de 50 tentatives d'assassinat. Il s'est même rendu une fois en visite aux États-Unis. Les gens voulaient savoir s'il portait un gilet pare-balles. Il a dû un peu enlever les boutons de sa chemise. Enfin, il portait toujours une tenue militaire, Fidel Castro, pour leur montrer que non, il ne porte pas de gilet pare-balles. À 50 reprises, ils ont tenté de l'assassiner. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne sont pas contents du régime qui est à Cuba. C'est vraiment malheureux. On ne peut pas tenter d'assassiner des chefs d'État comme ça, comme ce que la CIA a tenté de faire contre Fidel Castro. 50 tentatives. J'ai même personnellement regardé un documentaire où Fidel Castro et une jeune Allemande s'aimaient. En tout cas, ils vivaient vraiment un amour qui était pratiquement sincère. Mais qu'a fait la CIA? Ils ont demandé à cette Allemande-là d'empoisonner Fidel Castro. Et ils lui ont donné justement les éléments d'empoisonnement. Quand elle est arrivée chez Fidel Castro lui a dit, je sais que les services secrets des États-Unis t'ont envoyé pour m'assassiner. Est-ce vraiment ce que tu veux faire? Est-ce vraiment ce que tu veux faire? Et c'est elle-même qui a parlé, hein, c'est elle-même qui a témoigné dans ce documentaire-là. Est-ce vraiment ce que tu veux faire? Tu veux me tuer? Bon, vas-y, il n'y a pas de problème. Et finalement, elle a dit non. Je ne ferai pas ce que ces gens-là demandent. Voilà. Et elle a ajouté même que sur ces entrefaits-là, ils ont fait l'amour. Bon, ça c'est une autre affaire, mais elle a ajouté ça. Et moi aussi, je vous le dis. Pour pimenter un peu ma vidéo. Alors, Cuba a résisté à cet embargo, à ces sanctions des États-Unis. Et plus le temps passe, plus beaucoup de pays, même de l'Organisation des États américains, n'étaient pas d'accord avec la poursuite de cet embargo. Mais jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis continuent l'embargo contre Cuba. Mais c'est un acharnement pas possible. C'est un acharnement. Mais on ne peut pas dire que Cuba est un pays qui n'a pas quand même une économie qui tient. Si Cuba a une économie qui tient, parce que Cuba a des industries sucrières, puisque les planteurs plantent la canne à sucre. À partir de la canne à sucre, là, ils fabriquent du sucre. Ils ont aussi du pétrole. Et puis, ils produisent du tabac. Et avec ce tabac-là, ils font des cigares qui sont appréciés partout dans le monde. Voilà. Ils ont aussi des cimenteries, ils font du ciment. Et puis, ils ont des machines agricoles. Voilà. Et ils ont aussi une industrie pharmaceutique. C'est pour ça qu'au niveau de la santé, tout se passe bien. Parce que s'ils se permettaient d'importer les produits pharmaceutiques d'ailleurs, imaginez ce que les services secrets des États-Unis seraient capables de faire avec une importation de médicaments. Oh non! Eux-mêmes, ils ont toute une industrie pharmaceutique. Eux-mêmes, ils produisent leurs produits pharmaceutiques. Voilà. Et puis aussi, ils produisent quoi? Des agrumes. Ils produisent du café. Et puis, comme c'est une île, ils arrivent à pêcher beaucoup de poissons pour pouvoir
nourrir la population. Vous voyez. Donc, ils ont une économie qui, je peux dire, arrive à permettre à Cuba de survivre. C'est cela. Ils arrivent à survivre. C'est un aspect que je pense qui est important. Mais il y a une autre île qu'on appelle l'île de Guantanamo qui en principe appartient à Cuba, mais dont les États-Unis se sont emparés. L'île de Guantanamo. Ça fait partie du territoire cubain. Mais les États-Unis se sont emparés de cela. Et puis sur l'île de Guantanamo, qu'est-ce qu'ils font? Là-bas, ils ne respectent pas la constitution américaine. Là-bas, ils se permettent de torturer des gens qu'ils estiment dangereux pour la sécurité des États-Unis. C'est ce qui se passe à Guantanamo. Alors, quand Fidel Castro, je peux dire, est devenu très malade, très impotent, etc., c'est son frère Raúl Castro qui a pris les rênes du pouvoir. Et lui, il va pratiquement gouverner de 1976 à 2000, je peux dire, 2022. Oui, c'est cela, 2022. Jusqu'en 2022. Voilà. Et l'actuel président de Cuba, c'est le président Miguel Díaz-Canel. Voilà. Bermúdez. Voilà. Donc, c'est lui qui, présentement, préside aux destinées de Cuba. Mais, Cuba n'a pas fléchi devant l'embargo des États-Unis. Et Cuba a formé une armée qui est résiliente et qui sait résister. La preuve, ils ont même envoyé des soldats aider les pays qui luttaient contre la poursuite de la colonisation des Portugais en Afrique. Par exemple, ils ont aidé les Angolais, notamment le MPLA, contre la présence coloniale portugaise. Ils l'ont fait en Angola. Ils l'ont fait au Mozambique. Ils l'ont fait en Guinée-Bissau, etc. Vous voyez. Et même on a vu Che Guevara, qui était d'ailleurs lui-même médecin, mais qui lui voulait vraiment exporter la révolution. C'est comme ça que finalement, il y a un moment, il était allé au Congo-Brazza, j'ai dit au Congo, ce qui est au Congo, le Congo RDC aujourd'hui, pour aider à mettre en place un groupe révolutionnaire armé. Et finalement, c'est au niveau, je crois, de la Bolivie, etc., que, il a voulu mener une opération là-bas et il a été traqué par des armées, je crois, de Bolivie, du Chili, et puis d'un autre pays encore. Et c'est comme ça qu'il a été tué. Ouais. C'est comme ça qu'il a été tué. Voilà. Lui, il ne voulait pas se contenter d'être ministre, etc. Non, mais lui, il voulait continuer d'exporter la révolution. C'est comme ça que le Che, comme on l'appelle, Ernesto Che Guevara, est décédé. Mais même encore aujourd'hui, le nouveau président Miguel Díaz, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de se soumettre aux desiderata des États-Unis. Et toute cette résistance de Cuba, depuis les années 60, c'est comme un pied de nez aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas cesser l'embargo. Parce que pour eux, cette résistance de Cuba, c'est comme une humiliation pour eux. Alors qu'ils étaient tout puissants dans les Amériques. Ils faisaient et défaisaient les gouvernements comme ils voulaient. On a vu comment ils ont fait tuer le pauvre président Salvatore Allende. Vous voyez, ils faisaient et défaisaient le gouvernement. En Afrique centrale, alors, en Amérique centrale, alors là, on n'en parle pas. Là, on n'en parle pas. Même les industries américaines avaient des armées privées là-bas qui faisaient la loi. Vous comprenez, des milices privées. Mais cette résistance de Cuba, c'est comme un pied de nez aux États-Unis. C'est resté comme, pour les États-Unis, une tâche indélébile qui fait face à leur domination et qui les nargue. C'est cela. Et quelquefois, on veut faire croire que non, l'économie cubaine ne vaut rien
assis. On ne peut pas dire que l'économie cubaine ne vaut rien et qu'il n'y a rien de bon, non. Cuba se suffit à lui-même. Il n'y a jamais eu de famine à Cuba. Il n'y a jamais eu d'épidémie non contrôlée à Cuba. Donc, où est le problème? La population est bien soignée, la population est bien nourrie, la population est bien formée. Et tout le monde là-bas sait lire et écrire. Voilà. Et présentement, quand le président Miguel Díaz-Canel Bernúdez a été élu, hein, en 2022, si je ne me trompe, en 2022, mais on a vu le président de la Chine, Xi Jinping, lui a envoyé un message de félicitations très appuyé. Très appuyé. Et récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce que les États-Unis ont réprouvé en 1962, là, concernant la base militaire russe, là. Mais présentement, là, les Chinois, ils ont installé une base militaire à Cuba. Je vous le dis, il y a une base militaire chinoise à Cuba. Bon, s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire de retirer cette base militaire-là, parce que eux, ils narguent la Chine avec la question de Taïwan. Ils narguent la Chine avec la question de Taïwan. Mais Taïwan aussi, la Chine aussi leur dit, voilà, nous aussi on installe maintenant une base à la porte des États-Unis à Cuba. Mais le nouveau président, Miguel Díaz-Canel Bernúdez, a osé faire cela. Pour dire aux États-Unis, nous menons la politique que nous voulons. Nous établissons les relations avec qui nous voulons. Et puis aujourd'hui, donc, le financement chinois commence à prendre de l'importance à Cuba. Bientôt, on verra toutes ces vieilles véhicules. Là, bon, ces vieux véhicules sont aussi quand même, c'est très beau, hein, c'est très exotique pour les touristes. Mais on va voir maintenant de nouveaux véhicules chinois, etc. à Cuba. Voilà. Et il y a toute une politique d'infrastructure que la Chine a commencé à mettre en place avec l'aval du gouvernement cubain. Donc voilà. Voilà ce que Cuba fait pour résister, pour dire aux États-Unis, nous allons toujours mener une politique souveraine vis-à-vis de vous. Nous n'allons pas nous coucher et nous aplatir comme certains pays l'ont fait dans l'histoire et comme d'autres même continuent. Voilà, je crois que le Pérou, je crois que la Colombie a accepté une base militaire américaine. Donc c'est cela. Alors je vous remercie. Je parlais un peu de la résistance de Cuba. Donc on peut dire que la résistance de Cuba est très ancienne. C'est-à-dire que depuis les années 59 ou 60 jusqu'à aujourd'hui, Cuba dit niet aux États-Unis. Mais le problème, c'est que les États-Unis occupent Guantanamo, qui fait partie en fait du territoire cubain. Ils occupent Guantanamo. Et c'est ça qui fait problème. Voilà, c'est ça qui fait problème. Ils occupent Guantanamo. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai pris quelques notes, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la résistance de Cuba. Depuis les années 60, la résistance de Cuba, depuis les années 60, jusqu'aujourd'hui en 2023. Jusqu'aujourd'hui en 2023. Imaginez le dénigrement des médias des États-Unis vis-à-vis de Cuba. Depuis tous ces temps-là. Depuis tous ces temps. Mais Castro n'hésitait pas à aller aux États-Unis. Il y allait. Il a eu à aller à la tribune des Nations Unies. C'est un homme courageux. Fidel Castro, c'est un homme courageux. Voilà. C'est vraiment un leader. On l'appelait le leader Maximo. C'est vraiment un homme courageux. Voilà. Donc, je vous salue à nouveau et je vous souhaite une joyeuse journée.